Yorana Kuraura Enakoto Aranga Kaoha Nui. Et oui, je dis bonjour dans toutes les langues puisqu'aujourd'hui on va parler du ravitaillement de nos 5 archipels. C'est un défi quotidien qui relève d'une véritable prouesse technique et humaine. Sans ces lignes de vie maritime et aérienne, le quotidien de nos îles les plus isolées s'arrêterait net. Pour en parler aujourd'hui, Damien Gutierrez Socedo, directeur général de la SNP Yarana. Yarana. Et Alexandre Mou, PDG de Mutu Link Airline Yarana. Ranari. Embarquons aujourd'hui pour découvrir les coulisses de cette logistique hors norme qui connecte nos archipels. C'est tout de suite dans Manava, votre émission Info Service. On le dit assez souvent sur le plateau de Manava, la Polynésie française s'étend sur une surface maritime de plusieurs millions de kilomètres carrés, équivalent à la taille de l'Europe. Le port autonome de Papeete traite une grande partie des marchandises entrant sur le territoire, lesquelles sont ensuite redistribuées vers les îles. Pour les archipels les plus éloignés, vous vous en doutez, comme les Marquises ou les Tuape par exemple, un navire met plusieurs jours en mer pour acheminer les produits de première nécessité, tandis que l'avion, bon, c'est assez logique, c'est un recours qui est assez rapide pour les urgences médicales ou les produits ultra périssables. Par exemple, on rentrera dans les détails, mais une chose est sûre, Damien, les compagnies de fret, qu'elles soient maritimes ou aériennes, aujourd'hui sont essentielles pour la population des îles. Tout à fait. Merci encore de nous avoir invités aujourd'hui pour parler du fret maritime et aérien, qui est un sujet pour nous important, puisque effectivement, comme tu le disais tantôt, nous acheminons énormément de marchandises dans les îles. C'est-à-dire que en gros, les principales marchandises vitales pour les îles, c'est l'eau, le carburant et la nourriture. Donc ça, à chaque rotation, pour chaque périple, à chaque fois, nous avons à minima ces éléments, ces articles ou ces références dans nos bateaux. On a plusieurs bateaux, plusieurs types de bateaux, et on effectue plusieurs rotations. La Polynésie, elle est découpée en plusieurs zones pour le maritime, et nous avons des licences d'exploitation pour chaque bateau qui a le droit de desservir un certain nombre d'îles et d'effectuer un certain nombre de touchées par année. Donc ça, c'est délivré par la DPAM, la Direction polynésienne des affaires maritimes. Et c'est à partir de ces licences d'exploitation que nous avons le droit de desservir les îles. C'est très intéressant ce que tu nous dis. Est-ce que ça fonctionne un peu de la même manière, Alexandre, pour le fret qui est aérien? Bon, en fait, Yorana, merci beaucoup pour l'invitation. En fait, concernant le secteur aérien, on n'a pas tout à fait le même schéma que ce que le pays a dessiné pour le maritime. Aujourd'hui, en fait, on a un réseau, malgré que ce soit une activité de fret aérien, on est soumis quand même aux règles imposées par le pays en termes de lignes soumises à la DSP et de lignes ouvertes à la concurrence libre. Du coup, aujourd'hui, RTT est lauréat depuis 5 ans maintenant du réseut de la DSP qui contient une trentaine d'îles. Du coup, voilà, aujourd'hui, il y a un maillage qui est fait sur le réseau de la DSP et un maillage qui en libre concurrence. Mais reste néanmoins que voilà, aujourd'hui, les principales îles en concurrence libre, sur lesquelles nous allons exercer dans un premier temps, sont un réseau d'îles qui contiennent Raiatea, Huahine, Bora Bora, Maupiti, Rangiroa, Tikehau, Fakarava, Nukuhiva et Tuboué, je crois. Et du coup, pour le moment, mais sans discussion avec le pays, on est, pour Motolink, je veux dire, on sera cantonné uniquement à la desserte de ces 12 îles en fait en concurrence libre. Alors aujourd'hui, le but de cette émission, c'est d'essayer de vous faire comprendre finalement le fonctionnement du fret. Alors on va rentrer directement dans les détails. Je me tourne vers toi, Damien, pour savoir ça va être quoi les types de marchandises. Tu en as parlé tout à l'heure, à savoir l'eau, la nourriture, etc. et les ressources primaires. Mais est-ce qu'il y a d'autres types de marchandises que vous retrouvez dans ce genre de voyage? Oui, en général, on peut tout transporter sur nos navires. Donc, effectivement, ça va. Les principales pour le besoin des îles, c'est, comme je l'ai dit, la nourriture. Mais on peut aussi transporter des enseignes chantiers, des matériaux de construction, des voitures. Si on doit parler de la nourriture, par exemple, on peut prendre l'exemple des produits réfrigérés ou congelés. Donc, nous avons des containers réfrigérés et congelés dans lesquels nous stockons les marchandises pour le voyage. On peut transporter des agrégats, c'est quand il y a des chantiers dans les îles de renouvellement de pistes aériennes.
aéroportuaires ou des quais ou voilà. On peut transporter une multitude de tout pratiquement. Hein. Si on parle de matières dangereuses par exemple, hein, Ok. sur nos navires, nous avons des plans qui permettent de déterminer où est-ce qu'on doit entreposer les matières dangereuses pour réduire le risque au maximum. Tout le monde peut transporter, vous demandez de transporter ce genre de matériel. Est-ce que c'est réservé que aux professionnels ou tous les particuliers peuvent le faire? Tous les particuliers, oui, on reçoit des demandes. Hein. Je sais que dernièrement, on avait reçu une demande pour transporter de la dynamite. Là, pour le coup, on a dit non. Ah ouais, carrément, ça arrive ce genre de Ça demande. arrive, c'est pas tout le temps que des gens envoient de la dynamite. Hein. Mais voilà, ça peut, voilà, après avoir analysé sur le bateau en question et sur la ligne en question, on a dit non, on préfère ne pas le faire. Alors j'aime bien parce que tu as donné l'exemple des voitures. C'est tout de suite beaucoup plus difficile, Alexandre, d'imaginer une voiture dans un avion. Donc vous êtes limité par le poids, par la taille des objets. Surtout nous, en fait, l'avion, enfin en l'occurrence la TR-72 est limitée en volume. Hein. Okay. En fait, théoriquement, on pourrait embarquer des véhicules. Enfin, il y a un aménagement spécial hein, au niveau sur les nouveaux modèles d'ATR cargo qui sortent d'usine. En fait, il y a une espèce de grande porte, une large cargo d'or. Et en fait, ça permet de charger jusqu'à 4 véhicules, mais c'est plutôt de la citadine, quoi. Ok. Oui, on ça, en fait, il y a la possibilité, hein, mais bon, c'est de l'espace gâché quand même. Et franchement, ça c'est du luxe hein, pour les habitants de se permettre d'acheminer des véhicules par voie aérienne. Le point fort, c'est surtout la rapidité, je suppose, par rapport à la voie maritime. Ce qui est assez logique, c'est pour les produits plus ultra périssables, des produits de première nécessité, des médicaments, des urgences. Oui, en fait, c'est un peu de tout. Hein. Aujourd'hui, là, on va se positionner vraiment sur un modèle qui est innovateur. En fait, les piliers du cargo en Polynésie, ça a été les navires. Hein, c'est eux réellement qui nous ont permis de bâtir le business plan. Et aujourd'hui, en fait, on va entrer en complémentarité. Il y a énormément de stratégies communes, une stratégie commune à mettre en place avec les navires. Parce qu'en fait, nous, on a une liberté de pouvoir exercer, de tisser un réseau libre, en fait. Hein. On peut très bien relier les marquises au Tuamotu-Gambier, faire une ligne directe entre l'archipel des Tuhape jusqu'aux marquises, ou les marquises au Raromatei. Et du coup, il y a des choses à faire, hein, pour notamment l'avitaillement en production agricole pour les navires, hein, pour qu'ils continuent, on va dire, la vente aventure, parce qu'ils font deux aspects, hein, la vente aventure et le transport pur de fret. Et du coup, il y a plein de choses envisageables. Voilà, nous, en fait, on mise ce qu'on va proposer à la clientèle des îles, c'est plutôt la rapidité. Parce que c'est pas un secret de polichinelle. Hein. Oui, c'est normal. On est beaucoup plus productif hein, que les navires. Par contre, on n'est pas concurrentiel en termes de prix parce qu'en termes de coût unitaire, les bateaux sont beaucoup plus intéressants parce qu'ils ont du volume, ils ont de la capacité. Tandis que nous, on est freiné par 70 mètres cubes de volume et 8 tonnes de capacité en tonnage. Du coup, voilà, en fait, on sera beaucoup plus cher que ce que les navires proposent aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, c'est sûr qu'on va proposer un délai de temps raccourci avec l'avion. Justement, je vais rebondir sur ce délai de temps. Si je me tourne vers toi, Damien, et qu'on parle par exemple des produits surgelés, malgré des jours parfois de voyage, les produits arrivent encore intacts. Vous avez tout un processus pour gérer ces marchandises-là, cette nourriture. Oui, pour nous, généralement, les surgelés et les congelés, hein, et les réfrigérés, pardon, on les réceptionne le jour du départ du bateau. Et on les stocke, comme je le disais, dans des containers spécifiques, donc réfrigérés ou congelés. Et ça tient effectivement une rotation voilà. Nous, on a plusieurs types. C'est vrai que sur les îles sous le vent, on met 3 jours pour finir une rotation complète. Sur les Tuamotu Sound, c'est plus 10-12 jours. Et effectivement, sur les Tuamotu Est, c'est plutôt 22 jours. Mais bon, il ne faut pas se leurrer, hein, ces marchandises arrivent aussi par bateau. Hein. Bien sûr. Ils ne viennent pas par avion. Donc, c'est ça. Donc elles arrivent, elles sont rechargées. Généralement, on a aussi ce phénomène, ou en tout cas ce qu'on a constaté, c'est que certaines îles, ils importent leurs produits réfrigérés ou surgelés dans des containers que l'on récupère, que l'on met sur le bateau et qui continue son voyage. Hein. D'accord. Donc il y a les deux. Il y a des gens qui font venir leurs marchandises que l'on transporte directement, d'autres que c'est des chargeurs. Hein. On peut citer les gros chargeurs du groupe Van. Voilà. On les appelle des chargeurs, c'est ceux qui viennent amener les marchandises, hein, qui nous apportent parce qu'il y a des commandes par île. Tout à l'heure, on parlait aussi de ces produits nécessaires, comme par exemple du gaz ou de l'essence. C'est des choses que vous transportez aussi, mais
avec un processus assez différent? Oui, c'est-à-dire que voilà, quand on a des procédures pour qu'on réceptionne ces matières dangereuses, mais on réceptionne que ces matières dangereuses. On les positionne dans des endroits spécifiques du bateau pour pas mélanger l'essence du gaz, du copra au même endroit. Bien sûr, Voilà, c'est donc normal. on dispatche pour respecter une réglementation que l'on suit. Hein. Mais oui, on transporte toutes ces marchandises. Comment ça se passe pour la logistique dans ce cas? Je me tourne vers toi, Alexandre. C'est-à-dire que vous passez d'une île à une autre. Est-ce que vous prévoyez un chemin plus efficace, on va dire, pour pouvoir desservir toutes les îles? Ça se passe comment la logistique? En fait, je voulais juste rappeler aux auditeurs que là, en fait, nous, c'est assez spécifique. Hein. On se lance dans quelques jours. Là, Oui, dans quelques on n'est jours. pas encore en exploitation. Hein. Du coup, là, aujourd'hui, c'est sur papier encore. Mais en fait, c'est un peu aussi, on est soumis quasiment au même souci que les bateaux, c'est l'effet de directionnalité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup plus de volume de marchandises expédiées depuis Tahiti vers les îles que depuis les îles vers Tahiti. Et en fait, l'avantage du coup de ce qu'on va proposer, c'est qu'on va pouvoir en fait booster l'économie des îles, notamment l'économie bleue, tout ce qui est secteur de la pêche, tout ce qui est secteur agricole, parce que du coup les délais d'acheminement seront raccourcis. Et du coup en fait là, quand on planifie des lignes, on est obligé de prendre en compte la dimension économique. Du coup, bon, je peux vous donner un ordre d'idée, une pale. Sur un ATR, on a 2 hélices. Chaque hélice contient 6 pales. Une pale, c'est presque 10 millions. Ça fait beaucoup la pale. Ça fait cher la pale. Du coup, on a théoriquement 48 millions sur une hélice. Et voilà, du coup, en fait, c'est pour ça que l'aspect économique, elle est vraiment important dans l'établissement des lignes. Et on fait pas un réseau, on crée pas un réseau aérien sans logique, en fait. Hein. Et du coup, voilà, c'est pour ça que on va planifier un réseau pour pouvoir autant avoir du volume de fret au départ de Tahiti avec un tarif intéressant que sur le retour de la marchandise à transporter depuis les îles vers Tahiti. Quoi. Oui, si je résume, on ne peut pas faire des allers-retours comme ça en fait, sans réfléchir à une logique de oui, rentabilité finalement. En fait, ouais, c'est ça, mais l'avantage qu'on a là, c'est que dans un premier temps, on va cibler les destinations à fort potentiel, hein, notamment on mise beaucoup sur la production à destination. Et du coup, théoriquement, là aujourd'hui, hein, il y a une forte pétence de la part des professionnels des îles. On a de quoi faire et normalement la rentabilité elle sera rapidement au rendez-vous. Quoi. Voilà. Est-ce que dans cette idée, il y a parfois des contraintes météorologiques, Damien, je me tourne vers toi, pour, que ce soit pour les bateaux ou pour les avions, qui malheureusement ont un impact sur le calendrier des rotations? Je prends l'exemple, la saison des pluies, une forte houle, l'alerte orange par exemple. Est-ce que ça vous empêche de pouvoir continuer à travailler ou juste ça vous fait prendre du retard? En général, ça nous fait prendre du retard. Okay. Que surtout dans les Tuamotu, hein, le capitaine il doit surveiller tous les jours la météo pour savoir, et les marées, pour savoir à quel moment le bateau doit arriver sur telle île pour pouvoir accéder à entrer dans le lagon pour pouvoir aller accoster ou pas. Et si les conditions météorologiques ne sont pas effectivement au rendez-vous, parce que sur les Tuamotu, nous, ça nous arrive de décharger au large sur des barges qui font après l'acheminement jusqu'à l'île. Donc, selon les conditions, on peut décider de dérouter le bateau, disons, d'après le planning météo, sur telle île, on ne peut pas. Bon, on va sur l'île d'après et on reviendra quand les conditions météorologiques seront plus favorables. Pareil de votre côté, Alexandre, avec les avions, dans la théorie, hein, on le rappelle, ça devrait arriver dans les jours à venir, mais en théorie, une météo un petit peu capricieuse vous ferait prendre du retard? Ouais. En fait, ça dépend des îles. Hein. On a c'est un peu plus compliqué compliqué opérationnellement pour le secteur aérien. Parce qu'en fait, si on n'a pas de visibilité sur certains terrains, on ne peut pas s'y poser. Et du coup, ça dépend de la visibilité, de la hauteur des nuages, etc. L'état de la piste, si elle est contaminée, elle est mouillée, ou il y a, je sais pas, un invasion de tout pas sur la piste, on ne peut pas s'y poser. J'allais te demander, est-ce que la piste, ça joue aussi sur le fait de pouvoir desservir oui, ou bien pas? sûr, bien sûr. Si tu vas à Vaitei ou Nukotawake, au Tuamotu Ouest, les pistes elles sont assez courtes. Du coup, du fait des contraintes opérationnelles, tu diminues ta charge offerte, en fait. Okay. Le chargement de ta soute, parce que et le chargement du pétrole. Okay. Du coup, en fait, ça fait que tu embarques moins de fret et tu es obligé de le vendre plus cher parce que
il faut que tu amortisses en fait. Il n'y a pas de souci. C'est sûr, il faut vraiment que tout le monde puisse comprendre comment dire, la justification de tous ces prix. Bon, ça a des avantages puisque vous partez plus vite, vous revenez plus vite, donc il y a une certaine rapidité. Mais là, en l'occurrence, on vient de voir qu'il y a une petite difficulté par rapport à ces pistes. Par exemple, de votre côté, Damien, si parfois il y a certaines îles qui n'ont pas de quai, mais comme tu l'as dit, il y a des barges qui viennent récupérer directement au large. Oui. C'est un des avantages. Pareil, vous vous organisez, comment vous prenez les affaires, vous les posez et puis vous rechargez des affaires. Généralement, on fait les capitaines, ou en tout cas le maître d'équipage, fait un jeu de Tetris. C'est-à-dire qu'en fonction des îles, c'est-à-dire qu'il aménage le bateau en fonction du poids, pareil. Okay. Il aménage dans le bateau, c'est-à-dire qu'on met tout ce qui est lourd au fond du bateau pour caler le bateau, pour qu'il soit stable. Okay. Et après, il s'organise, il dit OK, on fait telle île d'abord, on met là les marchandises, parce que voilà, pour optimiser le déchargement et pour faciliter le déchargement. Donc ils font par île pour que ça soit plus facile. J'aime beaucoup l'image du Tetris. Au moins tout le monde comprend la manière dont ils sont positionnés. C'est la même chose pour nous, hein, pour l'avion. C'est un jeu de masse et centrage. Hein. Et il faut prendre en compte en plus la compatibilité entre les marchandises. Oui. Du coup, tu transportes pas des dynamites à côté du fuel ou du gaz, tu vois. Par exemple, nous, on transportera pas de la salade à côté des poules, tu vois. Okay. Et en fait, voilà. Ça, et après, juste pour faire un petit laïus, c'est vrai que, bon, chapeau, hein, les navires, franchement, je les ai vus bosser dans les îles. Hein. C'est vraiment dommage qu'on ait ce déficit infrastructurel. Et bon, après, bon, il y a un schéma directeur qui a été établi, mais ouais, ça c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment le moment. Aujourd'hui, vu que les navires se sont comment dire, renouvelés, oui. Et les flottes d'armateurs se sont renouvelées, ça serait bien, et les compagnies aériennes, du coup, avec l'avenue d'une compagnie aérienne de marchandises, ça serait bien qu'on accélère cette phase-là, parce que même nous, de notre côté, on a un gros déficit infrastructurel, et du coup, aujourd'hui, c'est parce qu'auparavant, les aérodromes ont été bâtis uniquement pour un seul opérateur. Et du coup, aujourd'hui, on voit, il y a des freins, ça ne nous permet pas d'optimiser en fait nos plannings de vol. On est sans cesse se freiner par on rencontre des freins opérationnels. Il y a des terrains qui ne sont pas accessibles parce qu'il n'y a pas assez de parking, parce que les horaires d'ouverture d'aérodrome sont restreintes, il n'y a pas assez de staff, et du coup, en fait, ça nous permet pas de s'exprimer à la hauteur de ce qu'on souhaiterait, quoi. Oui, ça vous limite beaucoup. Ce que j'aime bien dans tes propos, Damien, dans les propos d'Alexandre, c'est que vraiment on parle de complémentarité, le fret aérien et maritime, on parle en aucunement de concurrence, j'ai envie de dire. C'est vraiment de la complémentarité, une alternative. Oui, tout à fait, parce que voilà, si on parle de volume, nous, on sera imbattable. Notre bateau, il peut transporter 2000 tonnes, voilà, 1600 à 2000 tonnes. 8 tonnes, c'est à peine 6%. Donc voilà, dès que ça sera hors gabarit, ils ne vont pas nous concurrencer. Quelqu'un qui a besoin, voilà, qui a un besoin urgent pour une marchandise, un hôtel de luxe qui a besoin de faire venir des fraises fraîches de je ne sais pas où, de Californie, évidemment qu'ils iront sur l'aérien parce que nous, on mettra 3 jours. Ouais. Le temps que ça arrive ici, ça serait compliqué. Mais du coup, votre métier, au-delà du fret, c'est de satisfaire les besoins vitaux et essentiels des îles. Il est presque social, finalement, entre les familles qui restent ici à Tahiti, qui envoient parfois des affaires dans les îles. C'est presque social, votre travail, j'ai envie de dire. Je dirais pas social, mais c'est vrai qu'on est proche des populations. C'est-à-dire que là, typiquement, le week-end dernier, nous sommes allés à Maupiti, où là, ça faisait très longtemps qu'on n'était pas avec Marée Vanui. Voilà, on a été accueillis par le nouveau maire avec des couronnes de fleurs. Ouais. Parce qu'ils attendaient la venue du bateau, ils avaient besoin de leur matériel, de leur eau, de leur carburant. Donc on a ce lien, effectivement, où quand le bateau arrive dans les îles, il apporte tout ce qu'ils ont besoin, tout ce qu'ils ont commandé. C'est un lien avec, effectivement... les familles, c'est-à-dire qu'il y a des familles de Tahiti qui viennent acheter du fret pour la vente à l'aventure, on en parlait, c'est-à-dire que sur le bateau des Tuamotu, on a un magasin à bord. Parce que sur certaines îles, ils n'ont pas de magasin. C'est un problème aussi de structure pour eux, c'est-à-dire que nous, on commande en gros, en quantité, parce qu'on dessert les îles. Un petit magasin sur une petite île des Tuamotu, en volume, il ne représente pas beaucoup. Du coup, c'est compliqué pour lui de faire venir beaucoup de marchandises diversifiées. Nous, voilà, on a
de la viande, du congelé, des poulets, des fruits, des légumes, du sec, du riz, de l'huile. Aider les îles, finalement, c'était un petit peu le but de cette aventure, Alexandre, et on terminera sur ça. C'est ça. Ben, en fait, parmi mon actionnariat, par exemple, hein, j'ai 2 armateurs hein, qui sont propriétaires des navires Maristella. Et en fait, c'est grâce à eux qu'on a pu bâtir en fait le business model de la compagnie aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on se rend compte que en fait, le fait que la Polynésie soit aussi grande que l'Europe, ça rend vraiment indispensable la desserte par voie maritime et la desserte aujourd'hui par voie aérienne, parce que on est entré dans une nouvelle ère hein, où aujourd'hui les gens négocient plus trop le prix, ils sont plus en train de négocier du temps. Mais sauf qu'aujourd'hui, le bateau peut pas aller plus vite qu'un avion et tu as tout le temps cette notion d'urgence. Et du coup, en fait, on va jouer le même rôle que les armateurs aujourd'hui, à savoir désenclaver les îles et faire au maximum que les populations puissent rester chez eux et créer de la valeur en fait sur leur lieu de domiciliation. Hein. Le fret, finalement, c'est bien plus qu'un simple transport de caisse, c'est le pouls économique sur l'air qui bat au rythme des moteurs des navires et des avions. On va terminer cette émission avec vos questions express, c'est tout de suite en images. Yorana, Charles Taputuare, monofatere o te pu depam. A tei, ia pine te maupei ia tere roto i tō rātou momotu. A piti, ia mara ia rātou te ofou te whereti. O whata te ture ia hare hoa i te maupei i roto i te tātoa rā o te momotu o te noho nei te mowhea atea. E te piti i ni ai te tere rā te pei, o whata to te ture, te numera rā o te tere rā i te pei roto i te momotu. O e nohi o rā, mi pau e te weira te motu o ho, e whata te ture e piti tere rā i te rā pei i te motu no ho. Tā pōia e piti horu mamaha tere rā roto i te mateiti. Wa whata te ture i te whaito moni o te whereti. Wa whata te ture te whaito teiteiro ai te pei nenhe e hare inia. Nenhe rā e hare i raro i tera whaito wheretia, ta whaito tarifa o te wheretia. E te piti, wa whata toa te ture ti tei mo whanora, nā te hau whenua e amo nei te whereti, i ni ai ti tei mo tau a, i ni ai ti tei mo whereti, e ni ai anei te maa, te mo PPN, i ngā nei te mori, i ngā nei te puha, i ngā nei te mo mahotu, ma tupu. Te whiwhi rei no te momotu, o ia hui, ia mau te pei. Ia mau no te pei, mi te peu e whiwhi i te matini, no te pei o te paruru rā pei. Te piti o ia hui te huru o te rewa roto i te momotu. O i te tātou mi pau e pua i te miti. Ei tei pei e nenhe tāpai roto i te momotua. Te rawa rā momotu atea e te wahu. E te toru, ia iti te mo imira a whauwhaari i roto i te momotu. E iti tō mei te mo whea e noho nei roto i te momotu. E iti tō ia te tere rā pei i roto i te momotu. A tei, i niai te tapea rā pei, e ime ia mātou tō mātou pū, ia ho e pei no te mono te rā pei e whiwhine. Te piti, nā te atea o te roa rā, o te teime, o ia hui ia whaapihi ai te mō pei. O i te tō tātou e te rā mō pei teito, pine rātou te hawhiwhi, pine rātou i te mau. Te rā ia whaapi te mō pei, nā roto i te rāwea defiscalisation, o ia hui te awhara nā te hau ia e amo. Te hama wara i ni ai te hōra o te pei. E te toru, ia i o Aotearoa tu, e whaahipa mātou ti te mō whanhora no te mono i te mōri, no te matini o te mō pei. I te e mateiti, e tēmei ho e pei, o te whaahipa nei te matei. I ni ai e whaahipa rai te wira no te whatere te matini o te mō pei. E re te oie, me trara tō mātou uhipa i imi mō rāwea. Te e tō pōru i hopea, no te mō whea i hite ia, me a pāri tō rātou uhipa.
e whai tui tō rai a rātou. Tō mātou pū, te turu nei te mō ihitei, ini ai tō rātou mō hapira. E wha tau mā tō rātou ite, e wha tau mā tō rātou arauhi, ini ai te tere rāpei, whai tui tō rutu i tau tō ipa. Pour finir l'émission, nous avons pas un site, pas deux, mais trois. Et on commence par celui-là, tieti-aéroport.com, tout simplement pour les formalités de fret. On parle de fret aérien. D'abord, pour les formalités autour de la biosécurité des bagages, de la sûreté, de la douane, les contacts utiles, les transitaires et même les différentes installations, vous trouverez forcément votre réponse ou tout du moins les contacts nécessaires pour avoir votre réponse. Le prochain site, c'est www.service-public.pf/depam. On les a vus sur le Question Express, la direction polynésienne des affaires maritimes, concernant les lieux des principaux bateaux de fret, leur site, les archipels, il y a tout ce que vous avez besoin. Vous allez voir les départs, les numéros de téléphone, les emails et même les trajets entre les différentes îles. Mais attention, à partir d'octobre 2026, les avis de départ des navires ne seront plus mis à jour sur ce site. Il va falloir retrouver les informations enregistrées par les armateurs sur le téléservice Revatoa. C'est justement le troisième site, sensiblement la même chose que le site précédent, avec une autre interface regroupant tout par navette, archipel, île ou date. On a même pu vous faire un petit test en images. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Le site vous donne un condensé de toutes les informations nécessaires. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de notre émission. Damien, merci beaucoup de nous avoir parlé du fret maritime aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Alexandre. Faitoito dans cette nouvelle aventure. Merci beaucoup Ari. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Maururui totato farerir a trahoma parhena.